avant toute chose, je m'excuse déjà pour ma voix parce que j'ai un peu la voix cassée. Donc avant de poursuivre avec les prochains épisodes de cette dernière partie de l'année 2016, je voulais juste faire cette vidéo pour marquer le coup des 2 ans de ce projet de chaîne Deus Ex Silicium. Parce que oui, ça fait bien 2 ans, ça aura fait 2 ans le 12 octobre dernier, que le premier épisode a été mis en ligne. Donc déjà merci à tous de me suivre avec autant de ferveur. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui souhaiteraient voir davantage de vidéos ici, mais comme je l'ai déjà évoqué lors de la première FAQ, je privilégie plutôt la qualité à la quantité, et comme je ne peux y passer que quelques heures par semaine, ça donne en moyenne une vidéo toutes les 2 ou 3 semaines. Et aussi avec bientôt 17 000 abonnés, je reçois encore plus de messages qu'auparavant, email, Facebook, YouTube, etc. Donc il ne faut pas désespérer si je tarde à répondre aux vôtres, ça viendra forcément, mais ça peut prendre quelques semaines. D'autant plus que ces messages s'ajoutent aux messages professionnels que je reçois déjà et que je dois nécessairement faire passer en priorité. Cela étant, je vais profiter de cette vidéo pour partager avec vous une petite réflexion qui m'est venue et dans un second temps, je ferai une petite FAQ qui viendra compléter la première du mois de juillet parce qu'il y avait encore énormément de questions qui n'avaient pas été abordées. Donc voilà, j'en choisirai une dizaine et j'y répondrai assez rapidement. Alors concernant la petite réflexion en question, je réfléchis justement à ajouter un nouveau format de vidéo, très court, environ 3 minutes maximum, donc facile et rapide à produire pour moi, qui serait mise en ligne à une fréquence de 1 par semaine, et qui permettrait de vous faire découvrir un sujet technique ou technologique pertinent de mon choix. Alors par exemple, ça peut être la présentation d'un appareil particulier que je possède, ou que l'un d'entre vous m'a fait parvenir, ça peut être un composant, une architecture hardware, une panne que je répare, une inspection rapide, un sujet d'actualité. Bref, l'idée derrière ce format, que je pourrais appeler par exemple Flash, serait d'agrémenter la chaîne de petits sujets intéressants à découvrir, mais qui n'ont pas nécessairement leur place dans un épisode, une brève ou un bonus, et qui permettrait par contre d'apporter un peu plus de diversité. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question. Oui, et pendant que j'y pense, je reçois de plus en plus souvent aussi la question pour savoir comment faire pour m'envoyer du matériel. Donc le plus simple, c'est de m'envoyer un message, un email ou un message privé pour que je vous dise à quelle adresse vous pouvez expédier votre colis. Sinon, pour ce qui est des prochains épisodes à venir d'ici la fin de l'année, il y en a 3 en préparation. Le prochain qui arrive dans quelques jours concernera les nano-émetteurs récepteurs à 2,4 GHz. Donc ils sont présents dans les souris optiques, les drones et tout ce qui est petit et qui communique à 2,4 GHz. Ensuite, j'aborderai le sujet du courant porteur en ligne et des boîtiers CPL. Et puis, il y aura un épisode dans lequel j'explique en détail le principe et l'anatomie d'un ordinateur quantique. Donc c'est un sujet très complexe que j'étudie depuis environ 3 ans pour bien m'imprégner de la théorie et je tâcherai donc de vulgariser ce système à partir des connaissances que j'ai acquises. Bon, bien entendu, il n'est pas exclu qu'entre ces 3 épisodes, il y ait bonus, brèves et même peut-être quelques flashs si jamais j'ouvre ce format. Voilà, je vous propose qu'on finisse maintenant par une deuxième partie de la FAQ qui fait suite à la première de juillet. Et je vais donc puiser les questions parmi celles qui me restaient encore à répondre. Dans votre chaîne, il existe des hackathons Startup Weekend. Y participez-vous, candidats, mentors, jury, etc. Alors non, à ce jour, je n'ai jamais participé à tout ça. On m'a déjà proposé d'en faire partie. Et j'avoue que c'est toujours passé... Il y a toujours eu d'autres priorités par rapport à ça. Et du coup, problème de synchronisation des plannings, etc. qui ont fait que non, je n'y ai pas participé. Feriez-vous une vidéo pour promouvoir les fédérations qui permettent leur création, politique, entreprises, associations, écoles? Alors très sincèrement non, je vais pas faire ce genre de vidéo. Peut-être que dans un format flash, j'en toucherai 2 mots, mais ce que je peux faire déjà, c'est vous recommander la chaîne de Monsieur Bidouille, qui est, si je me rappelle bien, un Fab Manager ou qui travaille dans un Fab Lab. Et il parle de pas mal de sujets qui touchent à ce domaine-là. Quel appareil reste-t-il à inventer? Là, c'est pas vraiment l'imagination qui manque. Par contre, des appareils utiles, moi j'en vois un en particulier qui serait totalement révolutionnaire, mais qui va être
très difficile à concevoir, c'est la téléportation organique. Et ça, le jour où on aura vraiment un système qui permettra de téléporter une personne ou un animal ou n'importe quoi d'organique d'un endroit à un autre, ça sera effectivement une révolution dans notre façon de vivre. Faut-il de gros moyens pour inventer, découvrir maintenant? Ben non, mais ça dépend aussi quel système on invente. Des systèmes complexes avec des architectures poussées, bah oui, ça par contre il faut un certain niveau d'investissement, il faut même probablement une équipe, parce que ça nécessite d'avoir fait des prototypes, de faire du test, donc il faut un minimum, un mini labo de recherche avec des instruments de mesure, etc. Donc oui, ça nécessite une certaine organisation. Maintenant, il y a des tas d'individus qui ont inventé des systèmes avec des composants ou des architectures qui existent déjà. Et pour ça, vous voyez, Arduino par exemple, c'est typiquement le genre de système qui a été développé il y a quelques années et qui se base sur des composants qui existaient déjà. Et pourtant aujourd'hui c'est devenu une véritable organisation et même un état d'esprit, on va dire. Penses-tu que les pédagogues font de bons payeurs? J'ai un petit peu de mal à cerner la question, parce que bon, personnellement je ne me considère pas vraiment comme pédagogue. J'ai juste une façon de présenter mon savoir qui plaît à une certaine audience, mais je vois pas trop vraiment où vous voulez en venir. Que pensez-vous de la tendance à la miniaturisation toujours plus poussée des composants en CMS et micro-CMS pour nous bricoleurs en électronique? Alors je pense que c'est une transition qui va devoir se faire obligatoirement, parce que je suppose que dans une dizaine d'années maximum, il n'y aura plus de composants traversants, et ça sous-entend que on va devoir pendant ces années-là procéder à une transition où les bricoleurs et les amateurs en électronique vont devoir s'équiper de tout le matériel qui permettra de travailler uniquement avec des composants de surface. Malheureusement, ça me paraît impossible à éviter. Est-ce que ça pourrait mener à la fin de cette activité passionnante à moyen long terme selon vous? Non, à condition de s'être adapté pendant cette phase de transition, parce que sinon, je pense que les amateurs qui restent bloqués sur l'usage de composants traversants et éviter les composants de surface, eux par contre, ils risquent de souffrir. Mais moi, le conseil que je peux donner, c'est d'entamer cette phase de transition et de l'étaler sur plusieurs années, parce que ça va pas non plus, les composants traversants vont pas non plus disparaître comme ça du jour au lendemain. Et sinon, devrons-nous impérativement nous équiper de microscopes, robots et fours à soudure en pâte pour pouvoir manipuler et souder ces composants? Si on le fait avec une certaine transition, en douceur, ça devrait poser moins de problèmes. Évidemment, les amateurs qui préfèrent ne pas, pour l'instant, entendre parler des CMS et qu'à chaque fois qu'ils ont un montage, un kit en CMS, c'est douloureux, eux, ils vont avoir plus de mal. Maintenant, les composants traversants vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Les CMS sont apparus au début 90, au tout début des années 90. Donc je pense que voilà, ils se sont installés maintenant. Là, ils sont quand même assez majoritaires dans les systèmes récents. Ils se sont installés sur une trentaine d'années. Je pense que les composants traversants, on en a encore pour au moins une bonne dizaine d'années, quoi. Alors je me pose la question de comment avez-vous autant de financement, votre matériel est super coûteux, autant de connaissances, compétences, ingénieur en électronique, mais aussi avec une solide connaissance en imagerie et des études que vous avez faites. Alors j'ai pas vraiment de financement particulier, c'est du matériel que j'ai acheté au fur et à mesure, ça s'est étalé sur une vingtaine d'années déjà. Et puis c'est du matériel que j'ai récupéré de certains labos, de clients, ou que j'ai eu l'occasion d'obtenir par des contacts chez des fabricants. Voilà, il n'y a rien de
Enfin, je pense que étaler dans le temps, c'est pas un investissement aussi important que ce qu'on aurait tendance à croire. Après, au niveau des compétences, bon ça j'en ai déjà parlé dans la première FAQ. Parmi tous les appareils électroniques que vous avez inspectés, lequel vous a le plus impressionné par sa qualité de fabrication et son choix de composants? Il y en a beaucoup, enfin, j'ai inspecté énormément d'appareils. Dans le domaine de l'informatique, il y a effectivement des systèmes qui sont assez impressionnants dans leurs architectures. Donc j'ai eu accès à des ordinateurs assez évolués, IBM, Dell, HP, enfin voilà. Donc c'est sans doute, ça fait partie de ces appareils-là, mais exactement lequel, je sais pas vraiment de... Il n'y en a pas un qui m'a impressionné plus que d'autres. Dans ce domaine industriel, il y a vraiment de très très bonnes machines. Est-ce que vous avez des souvenirs de processeurs Cyrix? Ah oui, j'en ai même plus que des souvenirs puisque j'en ai quelques-uns et je les montre même dans une des toutes premières vidéos de la chaîne sur ma collection de circuits intégrés. Est-ce que vous possédez un très vieux ordinateur complet que vous conservez bien précieusement? En fait, j'avais fait une vidéo aussi au tout début de la chaîne où j'avais remporté une enchère eBay avec un certain nombre d'ordinateurs vintage pour une 50aine d'euros. La personne qui l'avait vendu pensait qu'il ne marchait pas et en fait la plupart d'entre eux marchent. Donc il y avait Commodore 64, VIC-20, Amstrad, enfin voilà, c'est pas des ordinateurs qui ont une valeur énorme, mais ça reste des vieux ordinateurs. Est-ce que vous vous attachez à d'anciens composants électroniques qui vous ont marqué dans votre jeunesse? Non, pas vraiment, non. Les composants électroniques qui m'ont le plus marqué dans ma jeunesse sont sans doute des circuits intégrés de Texas Instruments. Bon, mis à part ça, non. Pourrais-tu faire une vidéo sur la lévitation magnétique? On voit de plus en plus souvent des haut-parleurs qui lévitent, mais je ne comprends pas très bien. Oui, j'ai effectivement prévu de faire une vidéo consacrée à ce sujet-là. J'ai d'ailleurs dans mon bureau un système Bluetooth avec une sphère en lévitation au-dessus du plateau. Vous verrez que c'est pas non plus magique, mais par contre je trouve que c'est plutôt bien conçu et c'est une très bonne idée, plus de déco que d'efficacité, quoi. Plutôt analogique ou numérique, même si j'ai ma petite idée. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aime beaucoup l'électronique analogique, hein, mais effectivement mon domaine d'application est plutôt le numérique. Ce que j'aime un peu moins, c'est l'électronique de puissance, parce que j'aime pas trop manipuler des tensions et des courants importants. Donc voilà, je reste, mais j'ai eu à le faire, hein, mais je reste quand même plutôt cantonné à des systèmes numériques. Est-ce que tu as déjà eu envie d'enseigner? Non, j'ai jamais vraiment eu l'envie d'enseigner et je suis pas sûr d'avoir vraiment une fibre pédagogique, contrairement à ce que peut-être certains d'entre vous pourraient penser. Quel a été le projet en électronique le plus intéressant que tu aies fait? Alors le plus intéressant, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment, donc je ne peux pas vraiment en parler. Parce qu'il mélange plusieurs domaines d'application et c'est aussi ça qui me plaît pas mal. Penses-tu faire une vidéo sur les lampes de poche en tout genre, les classiques, celles qu'on remonte avec une poignée, etc. Non. Non, pas vraiment, non, c'est bizarre comme question quand même. Que penses-tu des méthodes utilisées par Electronic Arts, nettoyage de connecteurs de RAM et de ventirad à l'alcool, etc. Il fait ce qu'il veut, hein. L'alcool est pas forcément le choix que j'aurais fait pour nettoyer de l'électronique. Pour des ventirad, là bien sûr, mais pour des circuits, moins. Moi, quand j'ai besoin de nettoyer des circuits, des pistes, des composants, j'ai plus recours à un produit qui est spécifique et d'ailleurs, voilà, qui est celui-là, entre autres. Quelle passion avez-vous eue quand vous étiez jeune? Je vais vous surprendre, c'était l'électronique. Voilà, la prochaine vidéo de ce type sera très certainement pour les 3 ans de la chaîne, parce qu'avec la multitude de sujets à traiter, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on ne tienne pas un an de plus. À bientôt!